Voilà, tout va bien maintenant. Le gouvernement a donc décidé de procéder à la liquidation de 4 structures du ministère de l'Agriculture. Cette mesure entre en ligne de compte des réformes opérées dans le secteur de l'agriculture. Et du coup, les syndicalistes sont vent debout contre ces mesures du gouvernement. On en parle ce soir avec qu'est-ce que j'ai dit, Noël Sédaré, le secrétaire général de la COSI. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'ai failli vous faire prendre pour votre collègue de la CSA Bénin. Bonsoir, Nouroudine Sakasalé. Bonsoir. Juriste qui va nous permettre de mieux comprendre cette mesure du gouvernement, la liquidation, mais aussi nous donnera sa position sur l'opportunité d'une telle démarche du gouvernement. Nouroudine, justement, on va commencer par vous. Liquider 4 structures du ministère de l'Agriculture, cela veut dire quoi concrètement? Parce qu'on observe que dans l'opinion, plus différentes interprétations sont données à cette décision du gouvernement. Je vous remercie. Alors, je pense qu'il faut d'abord, pour que ce soit vraiment quelque chose qui ne soit pas tabou, comme c'est le cas actuellement, il faut d'abord commencer à expliquer ce qu'est une liquidation et ce que n'est pas une liquidation. Dans le domaine du droit privé, c'est-à-dire des sociétés de droit privé, je pense que c'est la même chose juxtaposée aux entreprises publiques, la liquidation, ce n'est pas une cession. La liquidation, ce n'est pas non plus une privatisation. Donc, il faut d'abord écarter ces conceptions qui sont encore un peu floues. Malgré le passage du ministre de l'Agriculture la dernière fois, j'ai constaté qu'il y avait encore un certain flou. Donc, la liquidation, ce n'est pas une cession. Ce n'est pas une privatisation non plus. Qu'est-ce que la liquidation en elle-même? La liquidation, en fait, c'est le processus au terme duquel la personnalité morale d'une structure disparaît. C'est-à-dire, je pense qu'on peut se remémorer un peu le cas de la liquidation de la Banque commerciale du Bénin. Ça remonte à quelques années, j'étais encore tout jeune. C'est le processus par lequel on arrive à faire disparaître la personne morale d'une structure donnée. Qu'est-ce que ça veut dire que la personne morale disparaît? Ça veut dire que la société cesse d'exister. Maintenant, le cas spécifique de ces entreprises d'État, c'est que ce sont des entreprises de droit public. Entreprises de droit public dont l'actionnaire est l'unique État. Donc la décision peut paraître un peu brutale. En général, ça se fait avec un cercle concerté, de manière à ce que toutes les parties prenantes, que ce soit les actionnaires, que ce soit les centrales syndicales, les instances représentatives de personnel, soient associées de manière à ce que ce soit une décision concertée. Dans notre cas, c'est l'État, par le biais d'un décret, qui a décidé de la liquidation de ces sociétés. Donc, à partir du moment où la décision est prise, l'effet de la liquidation n'intervient qu'après un certain nombre de procédures, c'est-à-dire la désignation d'un liquidateur, qui peut être aussi administrateur de la société pendant la période donnée, et tous les actes qui seront pris entre la date de la décision relative à la liquidation et la liquidation elle-même n'auront que pour unique et seule finalité la liquidation en elle-même. Qu'est-ce que la liquidation? C'est le fait de réaliser l'actif et le passif. C'est-à-dire que des actes de disposition ne pourront plus être pris entre la décision et la liquidation en elle-même. Donc, pour moi, c'est une décision assez courante qui arrive souvent pour 2 raisons. La première, la plus fréquente, c'est quand il y a des actes qui compromettent durablement la viabilité de la société, c'est-à-dire que des actes de gestion qui ne permettent pas aujourd'hui d'être en phase avec le développement normal d'une entreprise. Dans ce cas, la décision est prise de passer à la liquidation. Secondo, et dans le cas spécifique de l'administration et des sociétés d'État, il peut arriver que la finalité pour laquelle, ou bien l'utilité première de ces sociétés ne soit plus au fil des années quelque chose de prioritaire. C'est-à-dire que si la Sonapra avait été créée à un moment où le secteur privé n'était pas encore assez mature, assez présent et assez important pour assurer le rôle qui avait été celui de la Sonapra jusque-là, on peut décider aujourd'hui, au vu de l'activité économique et au vu du développement d'activités privées similaires et même parfois concurrentes à la Sonapra, que son utilité première n'est plus la même après un certain nombre d'années. Donc la liquidation peut intervenir sur une décision de stratégie et non pas seulement suite à une gestion qui compromet durablement la viabilité des structures. Voilà. Merci pour ces explications, Nouroudine Sakasalé, secrétaire général de la COSI, Noël Sédaré. Vous êtes contre cette décision prise par le gouvernement et pourquoi? Je vous remercie. J'ai écouté avec plaisir M. Nouroudine
Salé, Saka, c'est bien cela. Saka, salé. Bon, c'est bien par la commutativité. Donc, je vous ai suivi. Je crois que on est allé dans le labyrinthe du droit, avec les termes juridiques. Et ce que nous savons, c'est qu'au finish, c'est que l'État se désengage. Ça, au moins, on peut convenir de cela, que l'État se désengage. Et si nous ne sommes pas d'accord avec cela, c'est parce qu'il y a manqué de méthode. Il y a manqué de communication, il y a manqué de pédagogie. Et nous avons, dans ces sociétés-là, des emplois, des travailleurs. Et donc, le réflexe, c'est de dire non, parce que l'emploi pourrait être menacé. Et si nous sortons, nous sommes là, notre vocation, c'est de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs. Et quand on décide de façon unilatérale, sans concertation, parce qu'on a dit, on a mis des commissions au niveau du secteur de la santé, au niveau du secteur de l'éducation, des commissions pour les réformes. Mais on n'a pas associé les travailleurs, ceux pour qui on veut faire ces réformes. On ne l'a pas fait. On sait qu'il y a un travail qui a été fait, mais l'audit qui a été fait dans le secteur n'est-ce pas, de l'agriculture, est-ce qu'on l'a rendu public? Est-ce qu'on nous a dit pourquoi est-ce qu'on a décidé, n'est-ce pas, de privatiser? Et donc on a le sentiment que les réformes ne sont pas inclusives. Et c'est une réalité, c'est pas qu'on a l'impression. Elles ne sont pas inclusives, et tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on fait des réformes. C'est curieux. Que les réformes, sur le cas spécifique des structures du ministère de l'Agriculture, et à la lumière de l'explication de Noureddine Saka Salé, c'est qu'il n'est pas question, ce n'est pas d'une privatisation qu'il s'agit. Et donc ces structures vont peut-être disparaître, mais leurs travailleurs vont pouvoir être déployés. À moins que je n'ai pas compris. Là, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes là pour défendre les travailleurs. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'en voulant poser un tel acte, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas expliqué, on n'a pas communiqué là-dessus. On explique que c'est d'un couvent, le gouvernement est un couvent, on sort des décisions et puis c'est fini. Non, ils ont été élus par le peuple. C'est pas une entreprise privée. Donc ils doivent pouvoir la position des travailleurs expliquer, sur communiquer et s'entendre avec les partenaires sociaux pour qu'on trouve... Les choses doivent se faire en douceur et avec de la méthode. Il y a une absence cruciale de méthode. La préoccupation des travailleurs et notamment leurs représentants, c'est le sort du personnel ou des personnels de ces structures, les travailleurs qui y sont. Est-ce que vous comprenez leur position? Non seulement on les comprend, mais on se doit d'y être sensible. Comme mon cher aîné l'a dit tout à l'heure, on peut reprocher de manière objective une certaine tendance au couvent. On peut reprocher au gouvernement une certaine tendance au couvent parce que une décision aussi lourde que la liquidation d'une entreprise dont des familles ont vécu pendant des décennies devrait quand même se faire non pas par surprise, mais dans un certain cadre concerté et qui ne laisse pas de place au doute et à des soupçons. La situation des salariés, de tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans les 4 structures en question, si je peux me permettre un peu de bémoliser la crainte de mon aîné, de ce que j'ai compris dans le Conseil des ministres, c'est que moi je n'appellerais même pas cela une liquidation au vrai sens du terme. En jargon technique, je l'appellerais une restructuration parce que la liquidation devrait normalement aboutir à une disparition complète de la société, de ces sociétés et de leurs activités. Ce qui a été présenté par le Conseil des ministres, c'est que la création d'agences territoriales au nom de 7 qui correspondront à des pôles de développement dans le secteur agricole a été prévue. Donc 7 agences territoriales qui seront concentrées sur certaines activités liées au développement agricole. C'était un acquis déjà. Ensuite, il y a une répartition des fonctions hantées de ces institutions qui seront liquidées au sein des 12 directions départementales de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche qui seront créées. Donc, si je peux me permettre d'être un peu optimiste à l'égard de mon cher aîné ici, c'est de dire qu'on quitte 4 entités liquidées pour atterrir à 7 agences territoriales et 12 directions départementales. Je pense qu'on peut dire sans se tromper que le sort des travailleurs n'est pas aujourd'hui en péril, puisque les structures
qui vont succéder, les structures qui seront héritières du patrimoine, des activités, pour le moment, sont au nombre cumulé de 19. Donc je pense, en dehors d'une répartition géographique qui sera maintenant, entre griffes, imposée aux salariés ou négociée avec eux, je pense que les sociétés en elles-mêmes, elles ne disparaissent pas en laissant en plan les salariés et travailleurs. Je pense que la priorité, et c'est un conseil que je pourrais donner éventuellement à l'État, c'est de privilégier par exemple au sein de ces nouvelles structures qui seront créées, la répartition du personnel existant et du patrimoine, puisque la liquidation devra faire apparaître un actif et un passif. Le passif sera apuré, l'actif maintenant doit être réparti au sein des structures qui vont être héritières en griffes avant, et j'estime que c'est pour ça que la liquidation a été prononcée, j'estime que c'est pour permettre au privé, puisqu'aujourd'hui il y a des activités qui sont excellemment effectuées par le privé. Avant que le secteur du coton ne soit renationalisé par le gouvernement précédent, il y avait déjà une certaine libéralisation et les acteurs du privé étaient ceux qui géraient en majorité le secteur des intrants et le secteur de la commercialisation du coton. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup à s'inquiéter ou à s'alarmer de la situation prochaine de ceux qui travaillaient dans ces entités-là en question. Oui, Noël Chadaré, vous êtes aujourd'hui, vous, les centrales syndicales, et ensemble avec vous, les travailleurs, vent debout contre cette mesure du gouvernement, mais vous ne tenez pas, vous ne semblez pas tenir compte dans votre démarche du fait que ces structures, aujourd'hui, ont vu leurs activités pratiquement disparaître ou ne servent plus à rien. Il y en a pas mieux, qui n'ont même pas, qui n'ont pas de capital, et d'autres ne servent plus à rien du tout. La Sonapar, dont l'outil industriel a été déjà privatisé. Est-ce que vous suggérez que l'on maintienne ces structures en l'état, quoique ne servant plus à rien, quoique désormais inopportunes? On peut les restructurer. On peut les restructurer et non les liquider. On a le sentiment que la rupture égale la remise en cause de l'existant, de tout ce qui existe. Il y a eu de bonnes choses quand même. Tout n'est pas mauvais. Et donc, quand on parle de cette structure, de cette agence, voilà, merci bien, de cette agence territoriale, mais les cadres jouent déjà le rôle. Qu'est-ce que ces agences-là territoriales feront de mieux que le cadre? Il faut restructurer. Et ce qui existe, on n'a pas besoin de tout remettre en cause, de tout balayer d'un revers de la main pour dire, mais le Bénin n'a pas connu un cyclone. Il n'y a pas un cyclone, on n'a pas été dévasté, le pays n'a pas été dévasté. Il y a quelque chose qui existe, parmi ceux qui existent, il y a des choses qui sont bien. Et donc on n'a pas besoin de tout remettre en cause. Et ça, nous, on n'est pas d'accord parce qu'on a le sentiment que tout ce qui est fait, toutes les réformes qui sont faites, concourent à affaiblir l'État béninois. Et n'est-ce pas, au profit, n'est-ce pas, du secteur privé. Et ça, on ne peut pas accepter que l'État soit totalement affaibli. Il est question de créer des agences comme ça, si on pour gérer des pôles de développement, mais l'État n'a pas encore dit, le gouvernement n'a pas encore dit que ces agences seraient confiées à des privés. Ah oui, mais vous avez écouté la démonstration qui a été faite. C'est une liquidation. Progressivement, ces sociétés vont disparaître. C'est l'explication qui a été donnée. Au profit de qui? C'est ça le problème. Donc on est dans Est-ce que vous êtes en train aujourd'hui de lutter pour que l'État revienne en arrière, que l'État revienne sur sa décision? Nous ne sommes pas d'accord et nous nous battrons pour que les travailleurs, l'emploi ne soit pas menacé. Ça c'est clair. Parce que quand on ne sait pas il y a une opacité autour de la chose. On ne sait pas qu'est-ce qu'on met dedans. Il n'y a pas d'explication là-dessus, il n'y a pas de communication. Quelle est la part de l'État? J'ai suivi au moins le directeur de la communication à la présidente de la République dit sur la télévision nationale que les travailleurs ne devraient pas avoir de soucis à se faire et qu'ils devraient être pris en compte dans cette réforme que le gouvernement est en train de faire. C'est souvent ce qu'on dit. C'est souvent ce qu'on dit. Mais pour apaiser. Puisqu'on parlait de communication et qu'on n'a pas informé, au moins ça, on peut considérer ça comme... on n'a pas les partenaires associés. Et c'est un groupe qui s'est retrouvé pour faire des propositions. Les syndicats n'ont pas été associés. On ne peut pas faire des réformes comme ça, décider de prendre de telles décisions sans en discuter de façon inclusive avec toutes les parties. Il a reconnu au départ. Donc ça, il y a un problème de méthode.
Et si ce gouvernement va continuer de fonctionner comme ça, il y aura toujours des problèmes. Noureddin Saka Saleh, le mot que je puisse dire, c'est que vous êtes plutôt favorable à cette réforme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire face à ces inquiétudes exprimées par les travailleurs et qui notamment focalisent leur attention font carrément une fixation sur la question de la méthode adoptée par le gouvernement. Je n'avais pas fini. Oh, c'est difficile d'arracher la parole à un syndicaliste. L'absence de méthode, parce que vous voyez, c'est la même chose que l'assainissement de nos villes, les villes principales. Nous ne sommes pas contre. On n'est pas contre aussi, c'est ce qui est en train de se faire. Mais il faut mettre de la méthode. Regardez la période dans laquelle nous sommes. On va, n'est-ce pas, déguerpir les femmes. Mais elles sont allées passer de l'argent. On devrait quand même discuter et voir dans quelle mesure il faut sursoir cela. Et le gouvernement doit être aussi, il y a un aspect social qu'il faut prendre en compte. Les femmes ont pris de l'argent, ont passé de l'argent et on dit allez, on vous déguerpit, on va leur trouver quelque part où c'est la brousse. On a montré ça hier à la télévision. Est-ce que ça c'est normal? Nous sommes dans un pays pauvre et les gens se battent pour vivre au quotidien. Tout ce qu'on va faire comme réforme, il faut discuter, il faut mettre de la manière. On est d'accord qu'il faut assainir, mais il faut mettre la manière. On est d'accord qu'il faut restructurer, mais il faut aussi mettre la manière. Et la méthode fait cruellement défaut à ce pouvoir. Ça, c'est clair. Le secrétaire Lacosi élargit un peu cette discussion à d'autres mesures pour faire le gouvernement. Alors, lorsque les travailleurs, les masses laborieuses réagissent de cette façon, contestent parfois la méthode de cette mise en œuvre de certaines réformes, quelle doit être l'attitude du gouvernement? Je pense que l'attitude du gouvernement devrait plutôt être prospective, c'est-à-dire avant la publication de la mesure. C'est plutôt, je suis assez embêté de découvrir que les centrales syndicales n'ont pas été associées à quelque chose d'aussi crucial comme décision qui impacte au premier plan le devenir de la plupart des salariés qui sont dans ces entités-là. Est-ce que l'urgence des réformes peut expliquer cela? Aucune urgence ne justifie que les masses laborieuses qui sont la cheville ouvrière de ces entreprises-là ne soient pas associées à ces décisions. L'État reste le décideur en dernier ressort. Donc, associer les centrales syndicales n'amputerait pas son pouvoir de décision. Mais ça permettrait tout au moins d'apurer et même de réorienter, de mieux apprécier les réalités et les impacts des décisions qui seront prises. Moi, je suis resté assez surpris quand même qu'on parle plutôt des sociétés comme la Sonapra, la CAIA et compagnie, et qu'on occulte complètement le cas de la société Libercom. La société Libercom, qu'est-ce qu'elle a à voir avec? Elle n'engrange aucun nouveau client depuis des années, à mon sens. Est-ce que vous avez été dans ces livres Je ne pense pas que quelqu'un aujourd'hui se décide d'aller acheter une puce Libercom. La plupart de ceux que je connais qui sont clients de Libercom, ce sont justement ceux qui ont des bénéfices et des avantages liés à certaines fonctions qui leur font utiliser cette puce Libercom. Je ne connais personne qui se décide aujourd'hui tout seul d'aller acheter une SIM Libercom. Donc, il est manifeste que la société en griffe n'est plus viable. C'est-à-dire qu'elle a plus de dépenses que de recettes. Vous voulez agrandir le portefeuille revendicatif des travailleurs, des syndicalistes sur la base d'une liquidation. On aurait dû commencer à parler de la société Libercom qui n'est pas rentable et qui n'est pas viable. Les sociétés comme la Sonapra, la CAIA et compagnie, on n'a pas parlé le Conseil des ministres, en tout cas, n'a pas évoqué des question de mauvaise gestion ou de non-rentabilité. Peut-être que la pertinence de leurs activités n'est plus celle qui était par le passé, mais on n'a pas entendu parler de mauvaise gestion ou de rentabilité douteuse. Donc pour moi, le sort des travailleurs, c'est le premier socle sur lequel le sort des travailleurs et la vie de ces travailleurs doit être le premier socle sur lequel toute décision administrative ou politique soit-elle, devrait se baser avant de décider, par exemple, d'une liquidation. Maintenant, étant du secteur privé, je ne peux pas souscrire à un retour à l'État de tout ce qui peut être fait par le secteur privé. C'est vrai que nous avons été habitués par l'histoire, par les habitudes, à une certaine omniprésence et à une certaine prépondérance de l'État dans certaines activités, mais aujourd'hui je pense que la petite expérience de libéralisation du secteur du coton et du secteur des intrants a montré au moins qu'on peut faire confiance à nos opérateurs économiques pour organiser la filière, organiser tout ce qui a rapport au développement agricole au Bénin.
La plupart des grosses entreprises qui réussissent aujourd'hui en Afrique sont dans le secteur agricole. Pourquoi devrions-nous, par exemple, s'empêcher de commencer à réfléchir à cela? Et je pense que c'est une phase de transition, puisque la liquidation devrait aboutir normalement à la cessation de l'activité entièrement. Mais je constate que les attributions seront reversées d'une certaine manière à des agences qui seront encore sous tutelle de l'État. Donc pour moi, c'est une petite phase de transition que nous pouvons accepter de souffrir tant que les emplois ne sont pas remis en cause, tant qu'il n'y a pas péril dans la demeure sociale, et aider entre griffes avec les critiques. Je suis aussi avec une âme de syndicaliste, même si je suis dans le privé, j'ai une âme de syndicaliste. Aider par exemple à réorienter le tir à ce que le gouvernement ne prenne plus des décisions sans je ne dirais pas au mépris des centrales syndicales, sans les associer au premier plan. On va finir avec Noël Chadari. Vraiment, le temps qui est imparti à cette émission, on l'a épuisé depuis. Nous n'avons pas vocation à déstabiliser un pouvoir. Ça, nous l'avons dit. Nous voulons, si nous le permettons, nous critiquons à chaque moment. Et qu'il y a eu au début de la rupture, il y a eu, nous avons apprécié des choses. Mais quand nous avons constaté que ça ne va pas, nous critiquons. Parce que, tout simplement, nous ne voulons pas que le nouveau départ soit un vrai faux nouveau départ. Et que nous n'allons pas attendre la fin, 5 années après, pour dire, ben voilà, et on a accumulé des erreurs et nous nous sommes tus. Nous voulons aider le pouvoir. C'est ça qu'il faut, c'est la lecture que le pouvoir doit faire de nos interventions, de ce que nous disons. Nous n'avons rien contre le pouvoir, nous sommes des légalistes. Ils ont été, le pouvoir a été élu, le chef d'État a été élu pour un mandat de 5 ans, mais il faut des critiques pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, en tenir compte pour s'améliorer. Et c'est dans ce registre-là que s'inscrivent tout ce que nous allons poser comme action. Moi, c'est la secrétaire générale de la COSI Belé, merci. Oui, merci. Merci à vous également. Je vous souhaite une excellente soirée. On a quelques secondes.